Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un tuto sur HitFilm Express et nous allons parler des keyframes. Alors, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Alors, je voudrais déjà m'excuser de la mauvaise qualité du son de la première partie de cette vidéo. Il y en a pour 6 minutes, ensuite le son redevient correct. Maintenant que cela est dit, nous pouvons commencer le tuto. Alors, les keyframes, qu'est-ce que c'est? Alors, je pars du principe que vous connaissez HitFilm Express et vous connaissez les bases du logiciel et de la vidéo. Vous trouverez des tutos assez facilement sur internet. Alors, qu'est-ce que c'est que les keyframes? Les keyframes, ça consiste en une méthode d'animation dans laquelle on mémorise une suite de positions particulières des objets en mouvement, les positions intermédiaires étant calculées. Donc derrière cette définition, maintenant je vais vous montrer un exemple concret, mais sachez que j'ai utilisé les keyframes pour faire apparaître ce texte au fur et à mesure. Alors, je suis dans mon onglet Média, je vais faire glisser, déplacer mes deux images. Je vais créer un nouveau Composing Shot, donc pour cela je vais faire un clic droit sur mon image de fond, Make Composing Shot, je vais lui donner une durée de 2 secondes, et je clique sur OK. Donc j'ai mon fond qui s'affiche, je prends mon image du chien, je la glisse et je la déplace dans mon keyframe, dans mon Composing Shot, pardon, et je vais la mettre au-dessus. Si vous ne le savez pas, les Composing Shots, ça permet de superposer des images, hein, c'est comme des calques dans Photoshop, l'image du haut venant s'afficher au-dessus de celle qui est en dessous, etc., etc. Donc vous voyez cette image, je vais la glisser, je vais la déplacer ici. Si je clique ici, et sur Transform, vous voyez les keyframes, je dirais, de base pour chaque objet. Donc l'opacité, launcher point, la position, scale, c'est l'échelle, et la rotation. Donc on va les utiliser tout ensemble avec cette image. L'opacité, bon, si je fais varier l'opacité de la photo, l'image disparaît. Launcher point, je vous le montrerai plus tard. La position, c'est tout simplement la position de l'image, horizontalement et verticalement. Scale, c'est l'échelle. Et la rotation, c'est la rotation de l'image. Launcher point, alors vous voyez l'image là quand je la fais, donc je la mets ici, ça va être plus simple. Donc, quand je veux faire une rotation avec l'image, je vais l'agrandir, ça va être plus simple. J'appuie sur Shift en même temps pour que l'image s'agrandisse de façon proportionnelle. Je précise que je suis sur PC. Si j'active la rotation, vous voyez au centre de l'image, on a une flèche verte et une flèche rouge. Voilà. À l'intersection de ces deux flèches, c'est le point sur lequel va s'opérer la rotation. Voilà, CTRL Z, je reviens en arrière. Maintenant, je vais déplacer mon launcher point sur la gauche et je vais la remonter. Donc on voit l'image qui bouge et on voit bien que le point, l'axe de rotation, a bougé. Et maintenant, si j'opère une nouvelle rotation, l'image va tourner autour de cet axe de rotation. Voilà. Donc je reviens en arrière, voilà. Et maintenant, on va s'occuper des keyframes. Alors, la keyframe, ça consiste en mémoriser une position, bouger la timeline, mémoriser une deuxième position. Je reviens au début. Je veux une opacité à 0% au début de ma timeline, donc l'image disparaît. Et je clique dans le petit rond ici pour mémoriser cette information. Et on voit bien que vient de se créer une keyframe matérialisée par un losange bleu. Ensuite, je veux également que sa position soit ici. Je n'ai rien à faire, je clique dans le rond, il la mémorise, l'échelle également, je clique, il la mémorise, et la rotation, on démarre comme ça, il la mémorise. Et maintenant, j'avance dans ma timeline. Voilà. À 1 seconde, je veux que l'opacité soit à 50%, j'appuie sur Enter, automatiquement, il mémorise cette nouvelle opacité. Il faut bien déplacer
la timeline d'abord avant de faire une modification, sinon ça ne fonctionne pas. La position, eh bien, on peut le faire soit en bougeant, en cliquant ici, soit en cliquant sur l'image. Voilà, la position, je veux qu'elle soit en haut à 1 seconde. Automatiquement, la keyframe a été mémorisée. Je veux également que l'échelle soit un peu plus grande. Voilà. Là, je la baisse. Automatiquement, il remémorise la position. Hein. Tant que la timeline ne bouge pas, il mémorise les informations, même si je les change au fur et à mesure. Et je veux que la rotation, je veux que l'image ait eu une rotation de 180 degrés. Voilà. Donc si je reviens à 0, j'appuie sur la barre d'espace pour faire défiler, pour faire avancer le film. Voilà. On voit que l'image a changé de position, l'opacité est à 50% et a opéré une rotation de 180 degrés. Et maintenant, je me mets à la fin de la timeline, et je veux qu'à la fin de la timeline, l'opacité soit de 100%, que ma position soit ici, hein, et que mon échelle, bon, on va dire qu'on va la rapetisser un petit peu, et que la rotation soit de 360 degrés. Donc si je tape 360 ici, il me met un plus 1. Donc ça signifie que il va faire une rotation de 360 degrés. Si je voulais opérer une rotation de 2 fois 360, je mettrai un 2 ici, et on voit que l'image a tourné 2 fois. On va le faire qu'une seule fois, pour ne pas se compliquer la vie. Voilà. Donc je relance l'animation. Quoique non, je vais le faire avec la souris. L'image commence à s'afficher. 1 seconde. Voilà. Et maintenant, elle redescend. Et arrivé à la fin, j'ai retrouvé une image d'opacité 100% avec toutes les informations que j'ai voulu mémoriser. Nous sommes maintenant dans la partie numéro 2 des keyframes et nous allons voir ensemble comment un objet peut se déplacer entre deux keyframes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir influencer l'objet dans sa vitesse d'exécution sur la timeline. Donc quand vous allez vous retrouver sur un écran comme celui-là, avec une courbe verte, une courbe rouge, des courbes de Bézier, vous n'allez pas comprendre ce que vous voyez. Et donc, juste pour la technique, je vais vous expliquer en détail à quoi ça correspond. Donc, je vais effacer les 3 keyframes que j'avais créés. Je remets mon objet au centre de l'image et je vous montre les propriétés du composing shot, car nous sommes dans un composing shot. Donc je clique sur cette petite roue et j'ai créé un composing shot de 1920 pixels de large sur 1080 pixels de haut. Je mets ma timeline au début et on regarde ici la keyframe position et on voit 0, 0, 0, 0, 0,0, 0,0. Le 0 ici correspond à l'axe des X, c'est-à-dire l'axe horizontal, et le deuxième, ça correspond à l'axe des ordonnées, ou l'axe des Y, c'est-à-dire l'axe vertical. Alors, je vais utiliser les flèches de mon pavé numérique. J'utilise la flèche de gauche, et vous voyez que mon image se déplace de -1 en -1 à chaque fois que j'appuie. Et ce, sur l'axe des X. A contrario, si j'appuie sur la flèche du haut, mon image se déplace sur l'axe des Y, de pixel en pixel. Comme on est en 1920 x 1080, je vais avoir au centre de l'image, en fait je suis à 0, donc je peux le remettre comme ceci, à 0, donc le centre de mon image ici est à 0, et je vais pouvoir déplacer mon image de 1920 pixels sur toute la longueur, sur l'axe des X. Donc la moitié à gauche et la moitié à droite, c'est-à-dire 960 pixels à gauche, 960 pixels à droite. Et pour l'axe des ordonnées, c'est la même chose. On va avoir les 1080 pixels divisés par 2, donc on va avoir 540 pixels en haut et 540 pixels en bas. Alors pour l'axe des abscisses, les 960 pixels à gauche s'expriment en négatif, donc ouais, je vais taper ici moins 960 pixels, et le milieu de ma photo se retrouve tout au bord gauche de mon image. Et si je tape
960 pixels, la photo va passer à l'extrémité de mon écran. Donc voilà comment ça s'exprime sur l'axe des abscisses, l'axe des X. Sur l'axe des ordonnées, c'est exactement la même chose. Je remets ma photo au centre de mon image, et je vais pouvoir ici mettre 540, qui est la moitié de 1080. Donc si je mets 540, ma photo va monter, et le centre de mon image va se retrouver sur le bord haut de mon écran. Voilà. Et à contrario, si je mets un moins devant le 540, mon image, eh bien, elle se retrouve tout en bas. Donc voilà pour les explications de la position. Maintenant, on va cliquer sur Value Graph pour le voir différemment. Nous avons une ligne verte qui représente l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des Y, l'axe vertical. Et nous avons une ligne rouge qui représente l'axe des X, c'est-à-dire l'axe horizontal. Mais cette courbe, vous ne la voyez pas, elle est en dessous de la verte, car mon image est au centre de mon écran. Donc les deux valeurs sont à 0. Je vais sur le pavé numérique de mon clavier, appuyer sur la touche de gauche, vers la gauche. Voilà. Donc, j'ai bien décalé mon image d'un pixel vers la gauche, et j'ai fait apparaître une courbe, enfin une ligne rouge. Donc cette ligne rouge, elle correspond bien à l'axe des abscisses, puisque mon image s'est déplacée horizontalement d'un pixel à gauche. Et on voit bien ici qu'on a -1, -1 et 0 pour l'axe des ordonnées. Et si j'appuie sur la flèche du haut de mon clavier, je monte l'image d'un pixel vers le haut, et on voit que la valeur de la courbe verte est montée à 1. Si je descends mon image d'un pixel, la ligne verte reprend la valeur 0, et si je la redescends encore d'un pixel, les deux lignes se confondent, et bon, sur HitFilm, c'est la ligne verte qui se superpose à la ligne rouge, mais on voit bien que les deux ont la même valeur, c'est-à-dire -1. Je remets les valeurs à 0. Voilà, donc je mets 1, 0 ici, et je remonte mon image à 0, voilà. Il faut considérer que, en fait, cette partie de gauche, c'est le point de départ de mon image, et cette partie de droite, c'est le point d'arrivée de mon image. Et ces deux valeurs, pour le moment, sont toutes les deux à 0. C'est pour ça qu'on a une ligne horizontale. Si je joue mon composing shot, voilà, l'image ne bouge pas puisque je n'ai créé aucune keyframe de changement de position. Donc mon point de départ et mon point d'arrivée ont la même valeur, que ce soit sur l'axe des X ou l'axe des Y. Je pourrais d'ailleurs monter mon image d'un pixel et rejouer, voilà, et rejouer la vidéo. Vous voyez bien qu'on a deux lignes totalement horizontales avec un point de départ identique au point d'arrivée. Alors maintenant nous allons créer des keyframes. Alors si je reclique sur Value Graph, on se retrouve sur l'écran que vous connaissez. Alors on peut créer les keyframes ici, bien évidemment. Mais on va le faire sur cet écran, pour que vous compreniez mieux la mécanique du logiciel. Donc je remets les deux axes à 0, et je remets ma timeline au tout début. Et maintenant, je vais créer une première keyframe sur l'axe des abscisses à -500. Donc mon image va se décaler sur la gauche. Voilà. Et maintenant, je vais cliquer sur position pour créer la keyframe. Et on voit bien qu'il y a une keyframe qui a été créée sur l'axe des ordonnées et sur l'axe des abscisses. Et on est bien sur l'axe
des abscisses, donc l'axe horizontal, à moins 500. Alors que l'axe des ordonnées, l'axe vertical, lui n'a pas bougé, nous sommes toujours sur la même ligne. J'avance ma timeline jusqu'au bout, et je vais également changer donc l'axe des X, et je vais lui donner une valeur à 500. Et mon image va donc se décaler de l'autre côté de l'écran. Voilà. Et là maintenant, on voit bien que les deux courbes se croisent. Tout simplement parce que l'axe des X, lui seul a changé, donc c'est la ligne rouge. Donc cette ligne va bien partir de moins 500 sur l'axe des X à plus 500 sur l'axe des X. Tandis que l'axe vertical, l'axe des ordonnées, lui, ne varie pas puisque nous ne montons ni nous ne descendons cette image. On va jouer la séquence. Voilà. Et on voit bien que par défaut, la keyframe a été mise en linéaire. C'est-à-dire que cet objet va se déplacer à la même vitesse du début jusqu'à la fin. On va rajouter maintenant une troisième keyframe qu'on va mettre au milieu de la séquence vidéo, c'est-à-dire à 1 seconde à peu près. Donc je déplace voilà, mon axe de temps sur 1 seconde, et alors je vais plutôt le modifier ici, hein, là c'est l'axe des X, donc je le mets à 0, comme ça je suis sûr d'être bien au centre. Automatiquement il m'a mémorisé cette position, hein, puisque c'est le principe, hein, quand je déplace ma timeline et que je ensuite déplace mon objet, il crée une keyframe. Je vais changer sa valeur sur l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical, et je vais lui mettre une valeur à 300 pixels. Donc je monte ma photo de 300 pixels. Voilà. Et là, on voit bien que les deux courbes ont changé. Enfin, en l'occurrence, là, c'est la courbe désordonnée, dans la courbe verte qui a changé, puisque l'axe vertical va changer au fur et à mesure. Hein, vous voyez, la photo va monter, voilà, jusque-là, jusqu'à 1 seconde. Donc on voit bien cet axe ici qui a bougé, et elle va redescendre. Voilà, donc à chaque fois, on a donc les valeurs de nos keyframes qui vont bouger. Si je me mets sur celle-là, on a bien moins 500 pour l'axe des X et 0 pour l'axe des ordonnées. À 1 seconde, on a bien 0 sur l'axe des X, puisqu'on est horizontalement, on est au milieu de l'écran. En revanche, l'axe des ordonnées, l'axe vertical, est monté de 300 pixels. Ça correspond à 300 sur la courbe verte, alors qu'on est bien à 0 sur la courbe rouge, qui est l'axe horizontal. Et à la fin de ma vidéo, je suis revenu finalement à 0 sur l'axe des ordonnées, puisque je suis au milieu de mon écran d'un point de vue vertical. Et ici, sur la courbe rouge, on est bien à 500 pixels horizontalement, donc sur l'axe des X. Alors maintenant, je vais remettre ma barre de temps au tout début, et je vais jouer la vidéo. Donc on voit que là, l'objet se déplace de façon linéaire, il va de la même vitesse du début jusqu'à la fin. Et c'est maintenant que nous allons pouvoir modifier cela pour donner plus de dynamique. Nous avons ici des pictogrammes qui nous permettent de modifier cela. Donc je vais passer ma souris sur chaque pictogramme et une infobulle va apparaître. Donc sur celle qui est sélectionnée par défaut, par HitFilm, on lit « Convert Selected Keyframe to Linear ». Linear, je viens de vous expliquer ce que ça voulait dire. Si je clique sur la deuxième, c'est « Convert Selected Keyframe to Constant ». Donc convertit les keyframes en constants. Donc si je clique dessus, alors il faut d'abord que je sélectionne mes keyframes, pardon, donc je les sélectionne. J'ai cliqué, je sélectionne mes points. Là, constant, ça veut dire que entre deux keyframes, il n'y aura aucun mouvement, et les mouvements vont se faire de façon très brusque à chaque changement de keyframe. Sur l'axe des ordonnées, les valeurs restent à 0, et au moment
d'arriver à la deuxième keyframe, on a un mouvement brusque vers le haut. Et ainsi de suite. Et sur l'axe des abscisses, on est à moins 500, on reste à moins 500 jusqu'à la deuxième keyframe, et on revient à 0 de façon brusque. Et ensuite on continue, rien ne se passe, on est à 0, on est à 0, 0, et hop, brusquement à la troisième keyframe, on passe à 500. Donc je vous montre ce que ça donne. Il ne l'a pas descendu jusqu'au bout. Pourquoi il s'est arrêté avant? Voilà, je l'ai fait manuellement, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Je recommence, ça va peut-être le faire. Voilà, il le fait. Donc vous voyez, là, il n'y a aucune animation entre les keyframes. Si je sélectionne ce pictogramme, Convert Selected Keyframe to Smooth. Alors là, tout d'un coup, on va avoir quelque chose de beaucoup plus doux entre les keyframes. Ah! Alors on a déjà des petites poignées ici qu'on peut saisir, mais qu'on va voir après. Donc ça s'appelle des courbes de Bézier. Bézier, c'était un ingénieur français. Donc on voit bien que les valeurs sont toutes douces. L'axe, donc l'axe des ordonnées, ça va. Mon objet va bouger de façon fluide et douce, stagner et rebouger. Et l'axe des X, pareil, on va passer de moins 500 à 500, en montant progressivement, petite accélération, et on remonte progressivement. Je vous montre la séquence. Voilà, vous voyez, il y a un petit temps d'arrêt quand on arrive à ce niveau-là. À ce niveau-là, on voit bien qu'il y a un temps d'arrêt parce que la courbe est plutôt assez rectiligne, elle est droite, il n'y a pas de changement de valeur. Hop, et voilà, et ça repart. Si je choisis ensuite ce pictogramme, c'est Convert Selected Keyframe to Smooth In, c'est-à-dire que l'entrée dans le mouvement va se faire de façon plus douce. Voilà, donc on a une montée plus douce, et une descente également douce. Alors après, c'est assez subtil, hein, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez. Là, on a le Smooth Out, c'est la sortie de la keyframe qui va se faire plus doucement. Et là, vous avez Convert Selected Keyframe to Manual Bézier. Donc vous allez pouvoir manuellement changer toutes les courbes de Bézier disponibles. Alors, vous voyez, ici, on a toutes les courbes de Bézier disponibles, car on a sélectionné toutes nos keyframes. Si je clique ici sur Smooth, on a à peu près la même chose. Bon, mais bon, soyons puristes et mettons-nous sur Manual Bézier. Donc le but de ces poignées que l'on retrouve de part et d'autre des keyframes, le but est finalement de modifier l'animation. Alors qu'on prenne celle de la courbe des ordonnées ou des abscisses, ça revient au même. Elle fonctionne de la même façon. Donc on va se concentrer uniquement sur celle-là, sur la verte, celle de la courbe verte, ça ne changera rien. Alors, je fais CTRL Z pour revenir là où c'était par défaut. Si je déroule l'animation, vous voyez bien que l'image monte, s'arrête et redescend. Pourquoi? Parce que vous voyez, elle monte ici, là la courbe est complètement plate, donc les valeurs d'abscisse restent les mêmes, d'ordonnées, pardon, c'est l'ordonnée, les valeurs d'ordonnées restent les mêmes, et ensuite ça redescend. Voilà, hop, là ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça stagne, les valeurs restent les mêmes, et ça redescend. Alors en prenant une poignée ici, on va imaginer que cette partie plate ici, je vais l'arrondir pour que mon image ne stoppe pas comme cela, comme elle le fait actuellement. Donc je clique, et je vais mettre la courbe, je vais donner une courbe à la courbe en entrée et en sortie de keyframe. Voilà. Donc là on va avoir un mouvement beaucoup plus linéaire. Vous voyez, l'image ne s'est pas arrêtée. En revanche, si je veux que l'image s'arrête avant la deuxième keyframe, je vais remonter ma courbe. Je vois bien qu'ici, ça va être complètement... Enfin, la courbe verte est complètement aplatie. Donc, à ce niveau-là, l'image, une fois qu'elle sera montée à ce niveau-là, arrivée ici, elle sera arrivée en haut de la deuxième keyframe, elle ne bougera pas. Et je vais... Celle-là, je peux la baisser. Alors, ça ne réagit pas toujours comme je veux. Voilà.
je peux l'abaisser. Et maintenant, je joue. Voilà, vous voyez. Elle monte, elle monte, elle monte. Elle stagne. Hop, arrive à la deuxième keyframe. Et elle redescend rapidement. Et comme la courbe, à partir de là, est assez plate, elle ne bouge quasiment pas. Et donc, c'est en jouant sur la courbure des courbes, enfin de la courbe, que vous allez influencer le mouvement de l'image. Alors, je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà. Imaginons, je vous donne un autre exemple. Imaginons que je souhaite que l'image monte très rapidement. Eh bien, je vais lui donner un angle ici assez vertical. Donc, ça va monter très brusquement ici pour stagner jusqu'à la keyframe. Regardez. Voilà, c'est monté très très vite. Et en sortie, pareil, je vais lui dire que je veux qu'elle descende très rapidement. Alors là, à chaque fois, l'échelle de ce graphe change parce qu'en fait, comme j'ai tiré fortement les courbes de Bézier, pour que j'ai toujours les poignées disponibles, il réduit la courbe là parce que je les ai fait sortir du cadre de façon assez éloignée. Donc là, je vais jouer la vidéo. Voilà. Donc, en fait, pour que vous compreniez bien, mais je pense que vous l'avez compris maintenant, si la courbe est plate, c'est que les valeurs, au moment où l'image est à cet endroit-là, ne changent pas, donc l'image ne bougera pas. Si on donne une inclinaison très abrupte à la courbe, elle va accélérer. Et si on lui donne une courbe douce, eh bien, elle va se dérouler lentement. Voilà le principe de ces keyframes. Voyons maintenant d'autres courbes de Bézier. Alors, je vais déjà les resélectionner. Voilà. Et, attendez, je ne les ai pas toutes sélectionnées, je les resélectionne toutes. Voilà. Et on voit que nous avons des courbes de Bézier qui sont apparues ici. Alors, je vais agrandir un petit peu l'espace. Et je vais également réduire la photo. Je vais réduire son échelle pour qu'on voit mieux les petits points blancs qui sont ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais recliquer sur Value Graph pour repasser voilà, sur cet écran. Ça va être plus simple de les sélectionner toutes pour faire réapparaître les courbes de Bézier. Donc là, on ne va pas influencer, comme on l'a fait précédemment, sur la dynamique de l'objet entre les keyframes, mais on va pouvoir influencer sa trajectoire. Il suffit que je prenne... Donc là, on a bien le premier keyframe. D'ailleurs, ce que je vais faire, je double-clique sur la première keyframe et je vais la mettre à -800. Comme ça, elle sera vraiment au bord de mon écran. Je sélectionne, je double-clique sur la dernière et je vais la mettre à +800. Voilà. Comme ça, on voit peut-être mieux. Je les resélectionne toutes les trois et je vais prendre cette courbe. Et vous voyez les petits points blancs. Quand je vais prendre ce point-là, je clique dessus. Les points vont bouger de façon assez... En fait, ce sont les courbes de Bézier. C'est-à-dire qu'entre deux keyframes, je vais pouvoir influer sur la trajectoire, sur la courbe. Soit je la fais monter vers le haut, soit je la fais monter vers le bas. Je la rallonge dans un sens, je la rallonge dans l'autre. Voilà à quoi ça sert. Donc, imaginons que je fasse ceci. On voit bien que la trajectoire, elle va partir vers le bas et veut remonter. Ça change complètement la trajectoire de l'objet. Je joue la vidéo. Voilà. Et si je prends celle-ci, celle qui correspond à la keyframe numéro 2, je peux faire monter mon objet. Si je prends celle de gauche, je peux encore influencer la trajectoire dans un sens ou dans l'autre. Allez, tiens, on va faire comme ça, on va la tirer comme ceci. Je rejoue la vidéo. Voilà. Et vous pouvez faire ça avec toutes les keyframes. Donc, si je reclique sur Value Graph et que j'agrandis un peu cette zone, on voit que ce qu'on a fait, c'est pas toujours très simple à comprendre. Mais, comme je vous ai expliqué toute la mécanique auparavant, je pense que ça va être plus clair pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a intéressé, car il y aura de futures vidéos. Vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime si vous avez aimé, et je vous dis à très bientôt.